Patrice Loco, on est dans la continuité de la question d'avant. Nous sommes très exigeants à l'équipe de France, mais il faut quand même se rendre compte que nous avons fait 3 finales sur les 4 dernières compètes. Faut-il s'offusquer de chaque prestation alors que l'équipe de France me semble tout de même compliquée à faire vaciller? Ouais, alors compliqué à faire vaciller quand tu joues avec 7 joueurs à vocation défensive face à une équipe qui veut surtout pas t'agresser et surtout pas risquer de se mettre en danger. C'est quand même pas hyper compliqué d'être dur à bouger, même si on n'oubliera pas quand même qu'il y a eu ce but refusé à Simon, et que s'il avait été accepté, l'analyse serait évidemment pas du tout la même. Je suis d'accord avec toi, effectivement, 3 finales sur les 4 dernières compétitions, au niveau du résultat, c'est absolument incontestable. Le problème, c'est que justement, je pense que ça doit donner à... On doit avoir une autre exigence avec l'équipe de France. Quand t'es finaliste de la Coupe du Monde, battu au tir au but par l'Argentine en marquant 3 buts en finale, tu dois quand même avoir un autre état d'esprit. Et je pense que la compo de Deschamps suintait la trouille et le calcul. On le sait, il est comme ça. Après tout, voilà, l'équipe de France a 4 points. L'équipe de France finira peut-être première, on le verra demain soir. Finira peut-être première de sa poule, et une fois de plus, il aura raison. Mais on n'empêchera pas de penser que cette équipe de France a les moyens de pratiquer un autre football. Guillaume Alicia me dit: quel sport vas-tu regarder en priorité pendant les JO? Le foot, le basket, le tennis, c'est les 3 seuls sports qui vraiment m'intéressent. Et puis l'équipe de France de hand, parce que je les aime beaucoup. Et puis peut-être le tennis de table. Et puis peut-être des moments importants en athlée, même si j'y connais rien. Mais voilà, le foot, le tennis et le basket en priorité. Anatole du 49 me dit: remettre de la joie dans le pays vu le contexte politique, motivation ou pression supplémentaire pour les Bleus? Je sais pas si c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de cet euro, que voilà, il n'y a pas d'engouement. Bon, là, il y a eu le nez de Mbappé, ça a fait parler pendant quelques jours, mais voilà, quoi, c'est poussif, c'est les matchs qui sont ce qu'ils sont, c'est ni bien ni nul, voilà, je sais pas, il n'y a pas de hype autour de cette compète. Alors c'est vrai que on est aussi dans les premiers tours et que c'est pas non plus toujours dans ces matchs-là qu'il y a des grandes envolées. Il faudra peut-être attendre les matchs à élimination directe, mais c'est vrai que dans le contexte, notamment en France, avec ces élections législatives qui seront terminées une semaine avant la finale de cet euro, je le rappelle, évidemment les gens sont peut-être plus motivés, préoccupés ou inquiets de la situation en France que du sort des Bleus à l'euro. Donc je suis pas certain que ce soit une pression supplémentaire pour eux, même de donner leur opinion politique, parce que il y en a beaucoup qui ont botté en touche. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher, que c'est normal de pas avoir envie de donner son opinion. Non, je ne pense pas que ce soit une motivation ni une pression supplémentaire. Guillaume Alicia me dit: si la LFP crée sa chaîne à 30 € par obligation, tu vas devoir t'y abonner. Ah bah oui. Oui. Vu que je ne pratique pas l'IPTV, parce que pour moi, encore une fois, soyons très clairs sur l'IPTV. Je comprends que des gens n'aient pas les moyens de payer 70 balles par mois pour regarder leur sport favori. Après, j'ai du mal à imaginer qu'un gars puisse dire être un supporter inconditionnel d'un club:
râler sur le manque d'ambition de son club dans le mercato et regarder le championnat par l'IPTV et donc ne pas participer avec ton argent à la construction du mercato de ton club. Je rappelle que l'IPTV est quand même illégal. Moi, je suis plutôt un légaliste dans l'âme, donc non, moi effectivement, je m'abonnerai à cette chaîne. Bon, effectivement, c'est vrai que pour moi, 30 balles par mois, c'est pas non plus la mer à boire, je le reconnais, mais oui, je m'y abonnerai. Alors, sans joie, mais je m'y abonnerai. Yako Ako me dit: que penses-tu de nationaliser les droits de Ligue 1, Ligue 2? Alors, nationaliser, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'État qui prend en charge, et c'est donc nos impôts qui payent la retransmission. Là, j'imagine le tollé si on devait payer les salaires des joueurs du PSG avec l'argent de nos impôts, ce qui évidemment n'a pas de sens. Donc non, pas bonne idée. Fan club OM Sénégal. Que penses-tu de Roberto De Zerbi à l'OM? Je pense que c'est une idée merveilleuse et dangereuse. Merveilleuse parce qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un super entraîneur qui préconise un super football. Ça, c'est évident. Maintenant, tu vas pas jouer le football de Zerbi avec Gigot, Kondogbia, Sarr. Voilà, il va falloir aussi adapter l'effectif de l'OM au football préconisé par son nouvel entraîneur et avec des moyens qu'on ne connaît pas vraiment. Mais s'ils réussissent à faire un recrutement de bonne qualité, ça peut effectivement donner quelque chose de super. Et en tout cas, j'ai envie de voir ça. Martin Gilles TPO me dit: que penses-tu de la gestion du LOSC depuis le départ de Gérard Lopez? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Olivier Létang, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je l'aime plutôt bien. Il faut reconnaître que d'un point de vue économique, il a réussi un tour de force avec le LOSC sans en plus abaisser les résultats sportifs de l'équipe. Même si là le mercato avec les départs de Yoro et David évidemment commence sur des bases un petit peu inquiétantes, mais il est évident que le LOSC de Gérard Lopez faisait n'importe quoi et que celui d'Olivier Létang est beaucoup plus vertueux. Bleu, blanc, rouge me dit: serais-tu d'accord pour lancer un appel au boycott pour la Ligue 1 à 30 € par mois? Pour cela, il faut l'aide d'une personne publique qui accepte de se mouiller. Alors, c'est pas tellement le problème de se mouiller, c'est que d'abord, moi, je me mets égoïstement à ma place. Moi, j'ai une chaîne YouTube où, malgré tout, 80 ou 90% de son activité se résume à la Ligue 1. Et ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: ah ouais, mais on a la Première Ligue, on a la Liga et on a la Bundesliga et le Calcio. Et moi, les gars, je suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je suis avec vous et je parle avec vous sur X. Jamais il y a un débat sur... J'ai jamais entendu des gens débattent de la belle saison de Bologne avec Thiago Motta. J'ai jamais eu un débat sur la grande saison de Girone. Les gens s'en foutent des championnats étrangers. Il faut pas croire que s'intéresser à un championnat étranger, c'est regarder Manchester City, Arsenal et Real Barça et le derby de Milan. Je veux dire, le cœur de notre football, ce qui fait vivre notre football, ce qui fait vibrer les supporters français, c'est leur club. Je veux dire, à un moment donné, j'ai eu des propos qui ont été jugés désobligeants sur Le Havre.
Je me suis pris plein de supporters du Havre. Je défends Blouco à Strasbourg. Je me suis pris plein de supporters de Strasbourg. Alors, je ne parle pas de la communauté du PSG, de l'OM ou de Lyon qui est tout le temps présente. Et ça durera. Donc, quel que soit le niveau de notre championnat, c'est pas le débat, c'est que c'est notre championnat de notre pays avec nos équipes, nos clubs qu'on aime, qu'on défend. Et c'est ça le cœur et les poumons de notre football. Et c'est pour ça que je suis très inquiet de cette chaîne de la Ligue, parce que moins de gens forcément vont y adhérer, et moins de gens vont voir les matchs. Alors on me dit ouais, il y aura plus de gens au stade. Je sais, quand vous voyez les affluences au stade aujourd'hui, il y a des stades, de toute façon il y aura pas plus de monde à Lens, à Strasbourg ou au parc, hein. C'est plein tout le temps, hein. Donc il y aura peut-être 300 personnes de plus à Monaco, mais ça changera pas non plus trop l'équilibre du truc, hein. Christian Fur me dit demain c'est la reprise pour Strasbourg, enfin aujourd'hui. Ces dernières années, dans pas mal de clubs, on parle de préparation ratée. C'est quoi une préparation réussie? Peux-tu nous éclairer sur cette phase et ce qui est important? Ce qui est important, c'est de savoir aussi quels sont tes objectifs dans une saison. Je pense par exemple que le PSG, indépendamment du fait que le PSG a toujours plein d'internationaux concernés par toutes les compétitions du monde dans les étés, et qui reprend donc toujours systématiquement plus tard que les autres. De toute façon, le PSG n'est pas programmé pour être en forme dès le mois d'août. Il y a des équipes pour qui il est très important de commencer le championnat pleine balle. Donc dans ce cas-là, il faut adapter la préparation à ça. Il y a ceux comme le PSG qui veulent d'abord être en forme à partir d'octobre-novembre, quand on va rentrer dans les matchs importants de Coupe d'Europe. Donc la préparation doit être adaptée à ça. Après, une préparation ratée, c'est souvent le problème des blessures, d'un nouvel entraîneur qui fait une préparation qui n'est pas non plus, comment dirais-je, habituelle pour les joueurs. Les joueurs aiment pas beaucoup être dérangés dans leur routine, surtout dans une période où tu cours beaucoup, tu sues beaucoup. Voilà, donc il y a cette période de stage. S'il y avait une façon idéale de se préparer, tout le monde l'aurait. Donc ce qui compte encore une fois, c'est d'être prêt. Je veux dire. Après, il y a aussi un truc qui compte, c'est le calendrier. Tu me parles de Strasbourg qui après aujourd'hui, on sait que Strasbourg a un calendrier très difficile sur les 7 premiers matchs, mais ça veut dire aussi que dans les matchs suivants, ils auront un calendrier plus favorable. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut se préparer. Il faut tenir compte des paramètres, de ta volonté d'être en forme au moment où tu le désires, et aussi de ton calendrier. Pape Ibrahima me dit, pour un commentaire de match, quels sont les grands points à souligner et à faire savoir pendant les 90 minutes? Ça c'est une question de style perso. Moi je sais que les quelques matchs que j'ai pu commenter en Première Ligue ou en Ligue 1, qui ne plaisaient d'ailleurs pas à tout le monde, moi j'étais assez partisan de peu parler. C'est-à-dire que j'ai du mal avec les gars qui commentent et qui parlent tout le temps. Un exemple très précis, c'est Jean-Charles Sabatier, qui en plus est pour beaucoup considéré comme le meilleur commentateur en France. Moi, j'avoue qu'à titre perso, il me fatigue. Il y a des moments où je vois même qu'il a du mal à respirer tellement il parle. Et moi, j'aime bien avoir des silences dans un match. Après, effectivement, celui qui commente, le journaliste, il doit faire vivre le match, faire vibrer les spectateurs. Le consultant, il a finalement il y a pas de règle. T'as le consultant qui est très technique, très foot. Il faut faire attention de ne pas devenir abscon et chiant. Et puis il y a ceux qui sont là de façon plus détendue, plus dilettante. Ça s'entend d'ailleurs très vite.